travail et tout, peut-être que, voilà, entretien d'embauche. Alors, j'ai fait mon CV et je voudrais avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez sur... je l'ai fait simplement, hein, mais voilà, je voudrais qu'on en parle un petit peu de ce CV. Donc j'ai pris un peu de temps pour faire mon CV. De petits zèbres. Parce que quand on parle de haut potentiel et de milieu professionnel, trop petite pour que vous voyez je vais vous le raconter. S'il y a certains petits animaux à rayures dans cette pièce, vous savez que rien que l'exercice du CV, c'est l'angoisse, c'est l'horreur. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Comment on va faire pour que ça corresponde au poste? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va pas dire? Si vous êtes en train de lire, vous allez paniquer et vous dire « Ah non, moi j'ai fait plus ». Le CV. Je pense que dans ma vie, j'en ai fait peut-être une centaine différents en fonction des postes. Les lettres de motivation, je vous en parle même pas. Je me souviens à une époque, la grande époque après mon master, ça s'appelait maîtrise à l'époque. Oui, il y en a qui comprennent. J'ai envoyé 583 candidatures, 32 réponses négatives. J'attends toujours les autres. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour ils se rendront compte que j'étais exactement la perle rare qu'ils recherchaient. Le CV. Un CV avec une colonne formation, ici, avec les petites couleurs qui vont bien, avec des domaines tout à fait les uns en lien les uns avec les autres. Donc nous avons, qu'est-ce qu'on a? La dernière, oui, c'est la neuroscience sur l'approche neurocognitive et comportementale, communication non violente, puis bien évidemment chef de projet et concepteur de blended learning, ça va avec, tout le monde le sait, comme la formation sur le marketing des produits innovants, ça va avec, c'est complètement logique. Les soins thérapeutiques au bol tibétain, je ferai une séance le 1er juin si vous voulez. L'arbre de vie, la protection et le nettoyage spirituel, le dirigeant engagé, la médiation, l'énéagramme, etc. Tout ça, en partant à la base d'un bac littéraire, option spé-mat, ce qui est tellement logique quand on est en littéraire, et art plastique, parce que quand même, il fallait bien que mon côté créatif puisse trouver sa place, sinon c'était pas possible. J'ai appris les hiéroglyphes parce que c'est classe de le dire, ça me sert absolument à rien dans la vie. Puis spécialisée sur la diplomatique, la codicologie, la castellologie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est dans cette salle? Diplomatique, codicologie, castellologie, en lien avec les châteaux. Voilà, la codicologie, c'est l'étude des codex, en fait, les anciens manuscrits, ouais, on s'en fout complètement. Et la diplomatique, c'est de savoir quand on était en l'an de grâce 1233, est-ce qu'on était vraiment en l'an de grâce 1233? En fait, non, parce que Pâques avait changé. Voilà, ma vie était formidable. Et en même temps, je faisais de l'occupation du sol en géographie pour me dire que là, on avait peut-être eu des gens qui avaient habité un moment et planté des patates. Non, c'était trop tôt. Voilà, je me suis dit, tiens, on va commencer avec notre vécu de haut potentiel et monde du travail. Qu'est-ce qu'on est? Curriculum. Les formations. Alors à côté, pour la première fois de ma vie, et je vous remercie de m'avoir permis de faire cet exercice, j'ai commencé à lister tout ce que j'ai appris en autodidacte. Tout ce que j'ai appris sans qu'il y ait officiellement un diplôme derrière. Vous savez le fameux sésame là, dont on a besoin pour nous dire « Bah oui, tiens, ça, il faut que tu aies un diplôme pour le faire. » Ça, c'est non, c'est bon, au potentiel, on lit un bouquin, on a compris. On est entre nous, on le sait bien. Même qu'avant la fin du bouquin, on a compris comment ça allait se passer. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ouais, tout ce que j'ai appris en autodidacte. Et je suis sûre que j'en ai oublié. Et puis en bas, je vous ai mis les expériences professionnelles. C'est là où ma vie devient soit formidable, soit pathétique. Vous allez chercher vraiment l'adjectif que vous préférez. Donc bon, nous avons coach, ça c'est le truc cool du moment. Conférencière, auteur, blabla, tout ça. Prof, alors à peu près dans toutes les matières qui existent, quitte à avoir seulement 40 minutes d'avance sur la classe par rapport au programme qui était fait. Je lisais le truc avant d'y aller, dans le bus le matin, c'est quoi aujourd'hui le cours? Ah oui, c'est telle matière, j'avais oublié. Enfin voilà, je pense que ça va à certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, la distribution de Tampax sur mon campus de fac. Et j'étais surnommée Tampax pendant un semestre. Mais ça permettait de bouffer, c'était pas si mal. À côté de ça, bénévole à la SPA, tutrice en bibliothèque, ouvreuse dans les spectacles, gestionnaire d'une billetterie dans les festivals. Normal quoi. Normal, ouais. Il y a qui buzz. Alors. Qu'est-ce que c'est qui buzz? Où ça? Qui buzz? Tu croises
Turquoise. YouTubeuse. YouTubeuse. Oui, non, c'est pas qui veut, c'est YouTubeuse, oui. J'ai lancé une chaîne YouTube aussi pour parler de nos petits travers de personnes atypiques et voir comment on peut avoir une vie normale avec ça. Je voyais pas ce que vous voulez dire, YouTubeuse. Ok. C'est pas une vie normale. Et... Je suis dyslexique aussi. Je fais comme je veux. Pas de soucis, on est là pour s'exprimer librement. Donc le curriculum vitae, je voulais savoir si pour vous, s'il y a certains au potentiel dans la salle, ou certains surdoués, ou certains précoces, ou certains zèbres, ou certains tout ce que vous voulez comme terminologie de personnes un petit peu différentes des autres. Est-ce que vous aussi ça peut ressembler potentiellement à ça, avec les couleurs ou sans les couleurs, alignées, droits, mesurés comme il le faut ou pas? J'ai arrêté ça. Il y a 10 ans, j'aurais été incapable de vous présenter ça. Il y a 10 ans, il aurait fallu que ce soit super bien paramétré, millimétré, qu'il y ait une thématique de couleur pour les grandes dominantes. Ça aurait été mieux, hein, voilà, histoire d'avoir une vision. Ou peut-être même que je vous aurais fait une carte mentale, ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, ouais, je sais, comme ça, en carte mentale. Et c'est pas mal, ça marche bien. Ça marche bien. Je l'ai fait. Moi, ça me plaira en tout cas. Ouais, moi je me suis éclatée à l'envoyer en forme de bulle aussi à un moment. Donc voilà, le CV. Cette chose-là n'est en aucun cas qui on est. Cette chose-là n'est pas quelque chose à donner aux autres pour qu'ils jugent qui on est. Quand on est dans le monde du travail, notre première porte d'entrée, c'est notre profil LinkedIn, notre CV, etc., notre comment ça s'appelle, notre portfolio qu'on peut trouver, une vidéo qu'on peut faire pour se présenter sur Internet. Mais notre CV, ce n'est pas nous. Parler de carte mentale, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, du coup, avoir fait tout ça, qu'est-ce que ça donne dans ma vie? Alors je me suis dit, je vais essayer de montrer ma vie. En même temps. C'est ça. Et pour moi, tout est logique. Les 3/4 des gens, quand ils regardent tout ça, me disent Claire, tu te disperses un petit peu quand même. Ce serait pas mal de te recentrer. Ce serait bien de choisir peut-être une seule activité dominante. Mais t'es sûre de toi par rapport à tout ce que tu fais? Ouais, tout est logique en fait. Tout est cohérent. Tout ressemble exactement à comment c'est dans ma tête. Hein? Ouais, on est comme ça. La fameuse pensée en arborescence. On est incapable de penser à un truc à la fois, puis un autre, puis un autre. On s'est déjà emmerdé 10 fois, hein. C'est pas possible, on est bien d'accord. Donc ouais, j'ai réussi, et j'en suis super contente, à faire que ma vie corresponde à mon mode de pensée. Et ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui ça fait peur, ou ceux que ça gêne, tant pis. Il y a 15 ans, j'aurais été en colère et j'aurais pas été capable de leur dire, sans aboyer, sans avoir l'air arrogante, sans monter dans la colère, sans tomber dans l'injustice, sans tomber dans tous ces trucs-là. Aujourd'hui, je peux juste leur expliquer que mon fonctionnement à moi, il est comme ça, que c'est ce qui me rend heureuse, et que je suis tout à fait prête à leur apprendre. Alors notre vie, en tant que personne au potentiel, dans le monde professionnel. Je m'étais mis un chronomètre pour ne pas vous parler pendant 2 ans, et bien sûr, je ne l'ai pas lancé. Je reviens par ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'être à haut potentiel et d'être dans le milieu professionnel? Et pouvons-nous nous épanouir? Dans une de mes cases, je suis consultante et coach, et j'accompagne des personnes qui malheureusement sont en burn-out parce que justement, ils ne savaient pas qu'ils étaient au potentiel, ou ils ne voulaient pas le voir, ou c'était compliqué, ou ils voulaient rentrer dans une case, et on sait très bien qu'à force d'essayer de rentrer dans une case, ça ne rentre pas, ça déborde, t'as toujours un espèce d'orteil qui traîne, puis à un moment c'est une jambe, puis après c'est une oreille, puis après tout explose et c'est la catastrophe. Comment faire pour que nous, petits zèbres au potentiel, on arrive véritablement à être épanouis dans notre monde professionnel? Alors vous avez eu une première version colorée, on va dire un petit peu diverse, de comment fonctionne un cerveau au potentiel. Vous pouvez avoir une autre version, c'est celle de celui qui va à fond dans un sujet. Prenons au hasard la physique nucléaire. Si nous avons un passionné, ou l'aéronautique, on est à Toulouse, si nous avons un passionné de physique nucléaire ou d'aéronautique, sur son CV, depuis tout petit, il y aura tout. Il y aura le club de modélisme, il y aura, je sais pas quoi, la récupération de déchets pour faire des avions en bouteille, il y aura tout ce que vous voulez pour aller jusqu'au plus pointu, du plus pointu, du plus pointu, du plus pointu
de l'aéronautisme ou de la physique nucléaire. Ça aussi, c'est un profil atypique et ça aussi, c'est une possibilité en fait des personnes à haut potentiel. Donc on a ça, en fait, on a ceux qui ont besoin de tout faire, de tout voir, d'embrasser le monde, parce qu'il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à apprendre, enfin, je veux dire, on regarde, voilà, je vous regarde vous, imaginez le nombre de potentialités, de rencontres, d'échanges, de trucs exceptionnels qu'on pourrait faire tous ensemble. C'est juste magique, en fait. Et puis il va y avoir ceux qui vont partir sur une idée, qu'ils vont creuser jusqu'au bout. Ça ne colle absolument pas avec la logique d'études que nous pouvons faire. J'entendais en venant tout à l'heure que les résultats de, comment ça s'appelle, Parcoursup, tombaient à partir de ce soir. Et donc il y avait une interview de jeunes qui disaient bah non, j'ai pas eu les écoles que je voulais, ou alors je suis sur liste d'attente, parce que vous savez maintenant c'est un algo qui décide si vous allez faire l'école qui vous intéresse ou pas. Et ben dans Parcoursup il n'y a rien pour les personnes haut potentiel véritablement. On ne peut pas encore s'inscrire à la fois en médecine et en art et en chinois si on en a envie, c'est pas possible, alors qu'on adorerait faire chinois, médecine et puis art en même temps parce que ça nous correspond bien. Et puis il n'y a pas la possibilité d'aller directement dans quelque chose d'ultra pointu, ça c'est pas possible non plus. Donc comment on fait? Comment on fait? Ben, depuis le départ. Depuis le départ c'est compliqué. Depuis le départ, qu'est-ce qu'on nous demande de faire depuis qu'on est tout petit? Un truc horrible. Entrer dans la case, s'adapter. Rester assis. Ouais, rester assis, ouais. D'ailleurs, si vous avez besoin de temps en temps, n'hésitez pas. Oui, rester assis, entrer dans la case, se taire. Faire des choix. Faire que, oui, faire des choix. Arrêter de se disperser. C'est peut-être bien, oui. C'est tellement bien de se disperser, surtout qu'on ne se disperse pas. C'est exactement ça. Je crois que le truc le plus qu'on nous demande depuis plus petit, c'est bah, choisis. Tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Tout? Ballerine de l'espace? Dompteur d'iguane en Sibérie? Faut vouloir. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Racontez-moi. Ça a changé tous les 6 mois, à peu près. Normal. Est-ce que vous vous souvenez de quelques étapes? Avoir une ferme, être vétérinaire, être pilote de chasse, être Normal. prof, être chef d'orchestre, à peu près. Hein. Ouais. Super. Très bien. Quoi d'autre? Qui d'autre? Astrophysicienne pour percer les secrets de l'univers. Ok, ça c'est un basique. Mais bon, jusque-là tout va bien. Si j'en avais pas une dans le groupe, je me serais inquiétée. J'aurais peut-être même arrêté de suite cette soirée. Quoi d'autre? Rien de particulier, Léonard de Vinci. Basique, simple. Inventer des choses, effectivement. Ce qui est chouette, c'est de voir comment vous souriez quand vous en parlez. Et ça fait chaud au cœur. Parce que c'est vraiment ça qui nous alimente. On a besoin de faire des choses nouvelles, on a besoin de sauver le monde, on a besoin de percer les secrets de l'univers. Bon sang, c'est ça qui fait du sens à notre vie. Pas être dans un bureau à ranger. Pardon, excusez-moi, je m'égare. Mais alors, comment est-ce qu'on fonctionne, nous? Comment est-ce qu'on fonctionne? Oui, on nous dit qu'on part dans tous les sens. Oui, on nous dit qu'on est dispersé. On nous dit, moi, le mot que j'ai le plus entendu, je pense, dans ma vie, c'est ingérable. Je sais pas s'il y en a qui l'ont entendu aussi. Mal organisé. Ouais, mal organisé. Ouais. Ingérable, pas organisé, dur à suivre. Claire, on comprend pas. Vraiment, on comprend pas du tout où tu veux en venir. C'est pas compliqué, je t'ai déjà prémâché tout le travail pour que t'aies pas à réfléchir par toi-même dans les 10 ans qui viennent. Oui, ça va, toutes ces choses-là. Donc on est un peu différents quand même. Alors là, on est entre nous, c'est chouette, j'ai l'impression d'avoir plein d'amis ou plein de mini-moi en face de moi. Ça a aussi un petit côté flippant quand même, je ne vous le cache pas. C'est quoi un adulte au potentiel? On a plusieurs possibilités. Soit on a un adulte au potentiel qui était déjà un enfant au potentiel précoce, etc. Donc il a une vague idée du monde qui l'attend. Et en général, il ne trouve pas ça top. Moi, je sais que je suis à HP depuis que j'ai 6 ans. Ça m'a pas spécialement aidé. Vous voulez dire qui a été... Ouais, diagnostiqué à 6 ans, voilà. Un adulte qui a été diagnostiqué quand il était enfant, bah il s'est... Voilà, on lui a fait passer des tests, on lui a mis une étiquette sur la tronche, je suis pas forcément d'accord avec. Mais voilà, il y a cette réalité de tests, de diagnostics qui sont demandés par l'école pour justifier plein de choses. Donc, il y a l'adulte qui déjà sait, depuis petit ou moyen, qu'il est un peu différent des autres. On lui a mis cette étiquette de haut potentiel. Alors vous savez, c'est cette espèce de fardeau là, bien lourd qu'on vous met sur le dos, et qui veut dire que non seulement on va emmerder les gens parce qu'ils pensent qu'on va penser qu'on est plus intelligent qu'eux, mais qu'ils attendent qu'on soit plus intelligent que la moyenne et qu'on soit doué dans tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne
fonctionne pas comme ça. Mais nous, on le sait pas, parce que pour ceux qui ont passé un test ou pour ceux qui ont eu ce fameux diagnostic, à quel moment est-ce qu'on vous a donné le mode d'emploi pour savoir ce qu'on en faisait après? On est d'accord, c'est juste tu prends ton étiquette et tu repars, va pleurer chez toi. Voilà. Donc on a ce premier. Si je peux me permettre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Très bien, dites-moi, ça me fait plaisir. Moi je suis, je m'interroge par rapport à moi, mais je suis mère d'un enfant au potentiel, très potentiel. Et en fait, le fait, alors il se trouve que je suis dans le milieu de la petite enfance, donc j'avais sûrement un regard un peu plus aiguisé. Et le fait qu'on sache très tôt et qu'on puisse poser un mot sur ces étrangetés, ces particularités, ben, ça a quand même tout changé. On est en 2019. Voilà. Oui. On est en 2019. Voilà. Là, je vous parle des adultes actuels. Quand on était enfant, nous, il y a, je pense que c'est important. Voilà, il y a 25-30 ans, c'était pas du tout le même. Regarde, aujourd'hui, on a des choses qui évoluent. Pas partout, mais on a des choses qui évoluent effectivement à partir du moment où les gens sont concernés. Je peux vous garantir qu'au seul regard de ma pratique depuis 20 ans, c'est vraiment loin d'être là. C'est pas ce qui domine. Il y a vraiment encore beaucoup de maltraitance, mais tant mieux s'il y a des endroits où ça avance bien. Oui. Je pense que ça rassure surtout les parents, mais que ça ne simplifie pas la vie de l'enfant. Moi, c'est ce que j'en entends. Ouais. C'est ce que j'en entends, c'est-à-dire que ça aide peut-être à être plus à l'écoute, plus attentif, peut-être à avoir une sémantique adaptée, un cadre adapté. On verra quand il sera adulte. Moi, j'ai hâte de savoir comment ça se passera quand il sera adulte ou même quand il sera adolescent. Quand je le vois là dans les progressions que j'ai avec les familles que j'accompagne ou les personnes qui me laissent des témoignages, le savoir, c'est une chose. Ça met des mots MOTS sur des mots MAUX. Là, on est bien d'accord. Peut-être que ça évite d'autres blessures. Ça, j'en suis convaincue. C'est pas pour autant que ça devient facile. Encore faut-il que ce soit les bons mots MOTS. Voilà, c'est ça. Rien que dans la sémantique, hein, au potentiel zèbre. Si, c'est libre, on discute. Non, mais après, je peux me taire, c'est possible ça. Moi, ça me va très bien. Après, si j'ai pas fini, je vous garde jusqu'à demain matin. Non, il n'y a pas de souci. Et c'est important parce que justement, on est là pour parler vrai. Enfin, si vous en êtes d'accord, on est vraiment là pour parler vrai. Donc, on va sortir. Enfin, moi, je sais que j'aime fonctionner comme ça. On sort ce qu'il y a dans nos tripes parce que c'est ce qui fait qu'on est rassemblés là ce soir, qu'on a besoin d'aborder ce sujet-là par rapport à notre quotidien, par rapport à notre référent, par rapport à nos blessures, par rapport à nos espoirs. Et j'ai bien envie qu'on termine sur ces belles notions d'espoir. Mais avant, si on peut vomir un petit peu tout ce qui nous gêne, faisons-le. Parce que c'est comme ça qu'on s'en débarrasse, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ce qui fait du bien, véritablement. Donc le premier type d'adulte, c'est celui qui sait depuis jeune ou un peu moins jeune qu'il est déjà un peu différent. En ayant vécu plus ou moins bien ce poids de logique de haut potentiel. Le deuxième type d'adulte, c'est celui à qui tout le monde dit toi, t'as bien l'air d'être un petit peu au potentiel quand même. Non, jamais. Pas moi, intelligente, non. Alors déjà, à l'école, j'avais une moyenne de merde. Donc si j'étais surdouée, ça se saurait. Je foire tout ce que j'entreprends. Regarde, même avec les mecs, c'est la merde. Comment tu veux que moi, je sois surdouée? Impossible. C'est vraiment pas possible du tout. Donc on a ce genre d'adulte, dans un déni, qui pense que le mérite, que c'est d'en chier à mort. Et que comme c'est un peu facile pour eux, bah, du coup ils n'ont absolument aucun mérite. C'est un coup de chance. Vous savez ce fameux syndrome de l'imposteur. Non mais c'est un coup de chance, c'est une prof qui m'a aidé quand j'étais jeune, c'est un boss qui a été cool avec moi, c'est mon maître de stage qui a bien voulu que... Voilà, ce type d'adulte là aussi qui ne verra jamais passer ces petites rayures devant lui. Et puis alors on a celui qui un jour se réveille et c'est le choc. C'est le choc, soit par le burn-out, soit par ses enfants. Moi ce que j'adore, les deux. Ouais, c'est lourd quand même. Ok, on va vous remettre une médaille à la fin de cette soirée. Si, maintenant, je croyais que c'était le néon, mais non, c'est ça, c'est l'auréole. C'est vous. Waouh. En général, quand on a des parents qui se rendent compte que leurs petits trucs là, ils y sont quand même pour quelque chose, et un petit peu différent, d'abord c'est ouais, il faut que mon enfant il soit compris et tout, donc on y va, on combat, on y va, on lutte contre tout, puis à un moment je fais, vous vous rendez pas compte que le petit il est un peu comme vous, quoi, il y a quand même des choses qui font que... Et là il y a le premier effet qui se coule de se rendre compte qu'effectivement si l'enfant est neuroatypique, il y a de fortes chances pour qu'au moins un des deux parents le soit, voire les deux. Et puis bon, il y a le crash, le mur qu'on se prend en pleine tronche au boulot. Vous savez le truc où on n'a pas réussi à s'arrêter, ou on n'a pas réussi à dire stop, ou parce que de toute façon, nous, comment on fonctionne? Bah, toujours mieux, toujours plus,
on ne dit pas non. Surtout, on ne s'attribue pas le mérite, hein. Alors, on ne va pas les connaître non plus, parce qu'on n'a vraiment pas été parfait sur cette action-là, donc non, non, non. Et puis on aurait pu faire encore mieux, puis on aurait pu faire plus vite, puis on aurait encore pu changer les trucs, et puis on se plante. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très très souvent chez les personnes à haut potentiel, surtout quand elles sont dans un job qui ne leur correspond pas. Parce qu'il y a ce sabotage, je ne sais pas si ça vous parle, cette notion de sabotage, où on a des trucs super et puis hop, d'un coup, hop, on vient tout élaguer, on voit que on y va, on fonce, on se scratch et tout, on y va, mais de bon cœur, parce qu'on fait ça bien. Tant qu'à être perfectionniste, autant aller se planter vraiment avec classe, avec une mention spéciale, c'est ce qui fait. Donc nous avons ces 3 variantes d'adultes. Nous avons été ces 3 adultes. Nous avons peut-être d'autres types d'adultes, dites-moi. Ah, on peut avoir des nuances un peu d'Asperger, quoi. Oui, ah bah ça change rien à ça. Hein. Je sais pas où Alors la nuance d'Asperger, ça veut dire qu'en prime, on est ritualisé, on est un peu bizarre ou c'est quoi? Ouais, des difficultés de perception sociale et... Ah non mais les HP aussi, hein, faut pas croire. Ouais. Non mais après je sais à pas... quel moment on pense qu'on s'entend bien avec non, les gens? C'est un continuum. Non mais après, perception de la communication non verbale et difficulté de coordination dans l'espace éventuellement. Ça c'est ce que je vais dire dans 5 minutes. Ah d'accord. On y arrive. Oui exactement, il y a tout ça. Il y a déjà... Je vous posais le cadre de l'adulte, j'allais dire estampillé, pas estampillé, qui s'en rend compte, qui s'en rend pas compte. Et puis, il y a tout ce qui fait nos particularités. Alors, qui sont-nous? Oui. Dans vos adultes, il me manque ceux qui le vivent bien. Ça, c'est les derniers dont je vais parler. Et il y a les adultes qui le vivent bien. Je vous propose que la prochaine fois, on se voit tous ensemble, on se fait le texte tous ensemble, et puis comme ça sera super riche. Mais carrément, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs, j'ai failli appeler Valérie en disant en fait non, ce soir je le sens pas. Ils vont tous me regarder, ils vont tous dire des trucs bizarres, ils vont tous vouloir avoir raison, ça va être horrible. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'intervenir parce que oui, effectivement, c'est ce qui va faire la richesse. Oui. Quand vous parlez de burn-out, du coup, qu'on n'est pas à sa place dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle est notre place? Qu'est-ce qui nous épanouirait, justement, pour éviter ce genre de cas? C'est là-dessus. Ça vient. Alors, on reprend 4 types d'adultes. Le 4e qui a fait du travail sur lui et se sent bien. Parce que là, par contre, j'avoue que c'est très dur de trouver quelqu'un qui, sans avoir pris du recul, sans une certaine réflexion, sans avoir mangé des murs, etc., arrive de l'état de petit bébé zèbre à adulte zèbre super sans claque. J'en ai encore jamais croisé dans ma vie. Si vous en connaissez, je vais aller leur faire des gros câlins. Mais j'ai dans zèbre. Mon maman, pas le temps d'en parler. C'est de demain. Exactement. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a tous ces types-là. Et effectivement, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que à la fin, là, tout à l'heure, on soit tous les adultes qui vont bien, à la bonne place, épanouis, dans le bon job. On essaie de se donner ça comme en 45 minutes, il me reste là. Ça vous dit? Moi, je dis que ça se tente. Au moins en théorie, au moins en intention. On va essayer ça. Vous faites des formations? En intention. Je fais des formations, c'est parce que vous voulez, on pourra en parler. Alors d'abord, mais qui sommes-nous? Parce qu'on n'est pas qu'un côté obscur de la force, on est quand même des gens super chouettes. On est curieux, ça c'est un truc très chouette, on regarde plein de trucs. On est passionné. Mais quand on fait un truc, on y va avec le cœur, avec les tripes, on y va à fond, on peut même oublier de bouffer, on peut oublier plein de choses. Donc on a un peu de mal à faire des choix, on ne sait pas dire non, ça c'est sûr. Toujours plus, toujours mieux, je vous le disais, on est très créatif, on est rêveur. Un peu perché. Alors je sais pas vous si on vous rappelait à l'ordre parce que vous étiez partis dans vos pensées, mais alors moi j'ai plus le nombre de fois que j'étais virée de cours, ça arrivait très souvent. On a des rapports à des notions assez particulières, c'est assez ambivalent. La notion de sécurité. La notion de sécurité, c'est stressant. Parce qu'est-ce qu'on nous a dit? Il faut que tu aies un bon job, il faut que tu aies un CDI ou que tu sois fonctionnaire. Déconne pas. Alors, le CDD, c'est rien. Intermittent du spectacle, s'il te plaît, trouve un vrai métier. Hein. Et alors, aller sauver les chats écrasés, c'est vraiment pas un métier. Donc, il faut trouver quelque chose de... Donc, il y a cette notion de sécurité. Depuis qu'on est psy, surtout si on a été jaugé, évalué un peu différent, on nous dit que la vie, ce sera encore un peu plus dur pour nous. Donc, on a besoin de faire encore plus nos preuves. Et donc, d'être encore plus en sécurité. Donc, le rapport à la sécurité n'est pas forcément évident pour nous. La stabilité. Comment tu veux qu'on soit stable quand dans notre tête, c'est le bordel en permanence? Ça, j'aimerais qu'on m'explique.
quand on part comme ça dans tous les sens, c'est qu'on a quand même quelque part envie de temps en temps que ça se pose, envie de temps en temps que ça s'arrête. Et on se dit, ouais, c'est bon, je pense qu'on l'a tous vécu. J'ai le CDI. J'ai le CDI, j'ai signé le CDI. C'est sécure, c'est stable. Je m'emmerde. C'est horrible. Je ne comprends rien. J'ai déjà fait le boulot de 6 mois en 3 jours, je ne sais pas. Mais c'est bien, hein, c'est un CDI, et puis j'ai de l'argent tous les mois, et puis c'est stable. C'est stable. Je coule stablement. Voilà. Autre rapport délicat, l'autorité. Alors, quand on est Dieu, ça aide. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Soit on a une hiérarchie au-dessus de nous. Je pense que mes anciennes hiérarchies se souviennent de mes passages dans les boîtes. Moi, je me souviens surtout de ma posture vis-à-vis d'eux. Autant avec les gens qui étaient en dessous de moi, ou les élèves quand j'enseignais, j'étais d'une patience. Mais d'une patience, un truc de dingue. C'était moi qui étais missionnée pour leur apporter un truc. Donc je le faisais. Par contre, ceux au-dessus, bah, ils étaient missionnés pour faire leur job. Donc s'ils le faisaient pas, je me suis pas fait beaucoup d'amis à cette époque-là. Le rapport à l'autorité, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat pour nous. On a du mal à se positionner avec une hiérarchie avec laquelle on n'est pas d'accord. Parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a cet énorme sentiment d'injustice. Donc dans le monde du travail, où c'est quand même pas la justice qui règne partout dans toutes les boîtes, il y en a un de plus en plus où c'est de mieux en mieux, mais c'est quand même pas encore la panacée. C'est très compliqué. Comprendre notre rapport à l'autorité, comprendre notre rapport à la sécurité, comprendre notre rapport à la stabilité, comprendre notre rapport à l'autorité et comprendre notre rapport à l'échec. Vous savez, ce truc qui n'est pas classe du tout et qu'on ne veut pas regarder en face. Soit on pense qu'on est enlisé dedans, soit c'est l'espèce d'ombre là-bas qui plane et qui va venir nous aspirer. L'échec. L'échec, pour moi, pendant très très longtemps, c'était même pas une option. Ça ne pouvait absolument pas exister. De toute façon, bon, on m'avait dit que j'étais dyslexique, dyscalculique, mais comme j'avais un haut potentiel, je pouvais gommer ce truc-là et être la meilleure. Je vous raconte pas à quel prix d'effort neurologique pour réussir à compenser tout ça. Mais, réussite. T'es intelligente, faut que tu réussisses, intellectuellement. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Donc je ne me définissais que par le mental. Donc l'échec n'était absolument pas une option. C'était la seule chose qui me définissait, c'était ça. Je vous raconte pas le jour où j'étais gravement malade, où mon cerveau a plus été capable de lire, ça a été le désastre. Le désastre suprême. C'est peut-être bien ce qui m'a sauvée, je pense. Ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport à tout ça et par rapport à notre activité intellectuelle. Ce qui est difficile pour nous aussi, c'est qu'on est dans un monde en fait où il n'y a que des experts. Alors pas ceux qui sont à la télé, qui résolvent les enquêtes, mais des experts sur une matière. Pire que ça, sur un tout petit morceau d'une matière. Moi j'ai fait des études d'histoire, entre autres, et j'ai fait ma thèse sur les croisades. Donc c'est un tout petit morceau de l'histoire. Et encore, j'ai pris les gens du Limousin et de la Creuse qui sont partis à Jérusalem entre l'an. C'est pas drôle. On choisit pas toujours son sujet. Je reprends. Limousin et marchands en Terre Sainte de l'an 1000 à la fin du XIIIe. Tout petit morceau d'histoire. Oui. Ça sert à quoi? Absolument rien, on est bien d'accord. Comme toute recherche dans ces domaines-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche une ultra spécialisation, parce que c'est ce qu'on nous demandait, on nous demandait une ultra spécialisation. Si j'ai fait les mecs du Limousin et de la Marche qui sont partis en Terre Sainte à l'an 1000, c'est que personne avant l'avait fait et je sais pourquoi. Honnêtement, vous me le dire, je sais pourquoi. Ça n'a pas forcément changé le cours de ma vie, en tout cas pas sur le côté intellectuel. Par contre, la recherche et tout ça, c'était super intéressant. Mais voilà, on est dans ce genre de société, ultra spécialisation. Alors que moi, je voyais tout ce qu'on avait autour, c'était passionnant, la géographie, le droit, le machin, les langues, etc. Non, Claire, spécialiste, oui, on est sur une société de spécialistes et d'experts. C'est extrêmement difficile pour nous qui sommes multipotentiels. Pour nous qui sommes multispécialistes, c'est-à-dire polyvalents. Nous sommes de parfaits polyvalents, nous sommes de parfaits caméléons, on sait s'adapter, on sait se faufiler, on s'est montré que hey, t'as vu, je l'ai fait mieux que toi, tu t'en es même pas rendu compte. Et ça, on aime bien. Ça nous plaît, tout en disant, attends, non mais attends, j'ai juste fait ça comme ça sans savoir. Hein. On se fatigue des fois. On est ultra polyvalent. Et surtout, quand on est motivé, on est juste exceptionnel. Quand c'est au fond de nos tripes,
quand c'est véritablement, j'allais dire, quand on se sent engagé, quand on se sent investi d'une mission, on déplace des montagnes. Je pense que c'est là que le mot ingérable m'est tombé dessus dans les entreprises quand j'essayais de sauver le monde toutes les 5 minutes à la machine à café. Je pense que c'était vraiment à ce moment-là. Donc ça fait partie de qui on est. Et puis on a peur. On a peur du jugement. On essaie d'être politiquement correct parce que les codes sociaux n'ont pas tout compris. Moi, je comprends pas pourquoi il faut absolument se faire la bise le matin. Pourquoi est-ce qu'il faut se baver dessus les matins? Pourquoi? Il y a plein de pays où ils le font pas, quand même, c'est assez chouette. Après, j'aime bien faire des câlins de ce genre aussi de temps en temps, mais juste quand j'ai envie, moi, pas parce qu'il faut tous les matins se baver dessus, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont des passe-droits, je comprends pas pourquoi il faut sourire à ceux qui me saoulent, je comprends pas pourquoi quand moi je vais pas bien, je suis obligée de sourire. Enfin bon, les codes sociaux et moi, c'était pas tout à fait ça. En fait, je me suis rendu compte que je comprenais vraiment pas grand-chose à tout ça, surtout parce que j'avais cette perception, cette intuition de la vraie nature de la personne en face de moi, et que si elle me vendait du fake, si elle me vendait du faux en face, ça n'allait pas. Donc comment je peux être alignée avec quelqu'un qui en face de moi me dit salut, ça va, à l'intérieur vous la voyez complètement détruite, et ben non, ou quelqu'un dit ouais c'est bon vas-y tu vas me faire ça et tout machin, et à l'intérieur vous voyez que ben, c'est pas si solide que ça, super difficile. Super difficile cette intuition et cette ultra-perception des émotions de l'autre. Et puis alors si on rentre dans une salle de réunion où tout le monde, ça va pas encore commencer à s'engueuler, mais on sait très bien qu'il suffit juste de faire ting, et puis ça va arriver, mais on le sent avant. Dans notre hypersensibilité de gentils petits atypiques, et ben on a ça aussi qui vient nous prendre au trip. Et ça c'est super compliqué pour comprendre les codes sociaux, parce que nous on a besoin que les choses elles soient claires. On a besoin que ce soit carré, on a besoin que ce soit établi. Vu que nous on part dans tous les sens, on a besoin d'avoir des repères en face. C'est super difficile de bosser avec des gens que l'on juge incohérents. C'est encore plus difficile de bosser avec des gens que l'on juge incompétents. Hein, ouais. Vous voulez qu'on se fasse un gros câlin tout simplement? C'est difficile. Je vais vous raconter une anecdote. Je crois que celle-là, c'est peut-être la plus belle de ma carrière. J'ai eu un blâme professionnel parce que ma compétence mettait en avant l'incompétence de mes collègues et qu'on m'a demandé d'arrêter de bien faire mon travail. Et ça arrive dans certains milieux. Ça arrive dans certains endroits. Alors là, on était au summum de ce que je pouvais comprendre. Là, mes codes sociaux, c'était pas possible. Je fais attends, je suis là pour être compétente, je suis là pour bien faire le job, je suis là pour machin, je ne demande rien à personne. Je suis pas consciente que j'emmerde les gens en faisant ça, mais en fait, si. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Là, c'était vraiment difficile. Je comprends pas ça. Il y a cette notion de statut social. Le premier truc qu'on demande aux gens, c'est « Salut, tu fais quoi dans la vie ?» J'écoute les oiseaux? Non, ça tu t'en fous. Je fais du yoga? Ok, très bien, je médite, d'accord. Ah oui, tu fais mon métier. La case. Rentrer dans une case. Juste après ça, on nous demande si on est marié, si on a des gosses, etc. etc. Il faut surtout que ça rentre bien dans toutes les cases. C'est fondamental. Ah ouais, mais si on a envie d'être chirurgien et puis prof de chinois, on peut. Et puis le week-end, construire des violons, on peut. Ben, c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend à rentrer dans le moule. On nous apprend à être standardisé. Pendant très longtemps, j'ai eu mes tenues, comme je disais, mes tenues de femme intelligente. C'est-à-dire que c'était super important pour moi de rentrer dans le moule. La veste. Ça. La veste, d'un coup, ça fait presque intelligent. La veste. Qu'est-ce qu'on s'en cache d'une veste, je vous assure. Je m'arrête là, hein. Mais moi, j'ai besoin que ce soit comme moi. On voit un truc, qu'on en voit un autre. C'est marrant. Et puis, j'aime bien que ce soit déséquilibré. J'aime bien avoir une petite plume là et rien de l'autre côté. Oh, mon Dieu, le scandale! Je ne raconte pas ce qu'on peut prendre dans le milieu professionnel pour ça. Donc j'avais mes tenues standardisées. Quand j'étais jeune, je ne m'assumais pas du tout. J'avais besoin de rentrer dans le moule, j'avais besoin d'être normale. Donc j'étais voilà, comme ça, habillée à peu près en noir tout le temps. Mon petit grain de folie, je le gardais quand je faisais de la danse. C'était le moment où je pouvais m'éclater, être sur scène, vivre quelqu'un d'autre, c'était génial. Mais moi, je n'assumais pas d'arriver comme ça. Alors des fois, j'arrivais avec un truc de dingue, genre un truc rose là, par ici qui arrivait, ou voilà. Puis bon, maintenant, je m'en fous, je peux mettre n'importe quoi. Je me sens vraiment très bien. Mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour arriver à mettre mon petit grain de folie, me dire que j'étais pas folle et que la société allait pas me rejeter, etc. etc. C'est pas du tout évident d'être par rapport à ça. Alors des fois, on a nos originalités, on nous dit « Oui, non, mais elle est un peu originale, hein, c'est pas grave. » Mais d'un coup, on perd notre cerveau.
On peut pas être original et intelligent, ça marche pas, on est forcément perché. Compliqué, c'est nous, voilà. Le jugement c'est compliqué. Le non-respect des codes. Alors, ok, les codes sociaux on les pige pas, mais nous on a nos codes, on a nos valeurs. Et on aime que les choses soient respectées si on juge que ça doit être respecté. Si on trouve ça débile, on sait très bien qu'on va être les premiers à les enfreindre. On va pas se mentir, on le sait tous, on l'a tous fait. Mais quand on a jugé que ça fallait le respecter, mais on devient horrible. La Gestapo du truc à respecter. Mais tu vas respecter ce truc-là tout de suite maintenant. Et puis, ça nous insupporte. Et c'est très difficile pour nous, en fait. Ce sont toutes ces émotions contradictoires qu'on se crée du matin au soir. Parce qu'on se le crée. C'est nous qui décidons que ce truc-là doit être droit, comme ça. D'ailleurs, ce tableau là-bas n'est pas droit, ça ne veut pas du tout. C'est nous qui décidons que tel machin doit être fait et que tel autre truc, c'est pourri. C'est un petit peu comme si on était plusieurs. Moi et moi. Des fois, il y a un mois, il est super convaincu d'un truc et ça, il va pas en démordre. Puis juste à côté, il y a l'autre petit moi qui dit « T'es sûr que c'était une bonne idée, le haut avec les cerises dans le dos, là ?» Parce que, je sais pas, voilà. On est un petit peu plusieurs à se parler comme ça dans notre tête. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on sait qu'on sait, franchement, il faut le dire, c'est infernal. Enfin, c'est infernal pour les autres. Pour nous, c'est chouette parce que ça va vite, mais pour les autres, on fait à leur place. On leur fait quand même sentir qu'ils sont stupides. Même si on essaie d'y aller avec toutes les pincettes possibles, je crois que c'est encore pire. Quand on essaie d'être gentil, d'y aller avec des pincettes, c'est un petit peu comme si... En fait, nous, on pense qu'on est tout délicat, qu'on marche sur les œufs. En fait, nous, on est vraiment en mode rouleau compresseur, on montre à l'autre qu'il est débile. Là, c'est difficile. C'est très très difficile, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, on l'a tous vécu dans nos situations professionnelles. Non, mais là, je vais le faire. Tu veux pas que je termine le rapport de si, non, mais regarde là. Puis, vous savez, on commence à prendre l'ordinateur, on commence à prendre le dossier, on commence à dire va te prendre la. Tiens, vas-y, prends, je t'offre un café, vas-y, je vais gérer le truc. Pourquoi ? Parce que là, c'est viscéral pour nous. Il y a besoin que ce soit bien fait. On a ce côté perfectionniste. On sait que c'est mieux si on va le faire. Gérer la délégation en entreprise. Pour du haut potentiel, c'est que du bonheur. Wouhou! C'est les équipes qui sont contentes, elles font plus rien. Hein, mais c'est pas pour autant qu'elles ont de l'estime d'elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on se dit, nous? Je fais mieux, ça va plus vite, et puis je sais que c'est comme ça et je peux pas l'expliquer. Et c'est là où on perd les gens. Quand on leur dit que mais moi je sais que comme ça va être mieux. Je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais comment tu le sais? Je peux pas te dire. C'est évident. Mais je le sais, c'est évident. Je le lis, je le ressens, ça vit partout dans mes cellules, mais c'est là, je le sais. Et c'est dans ces moments-là qu'on passe pour des personnes arrogantes ou complètement folles, au choix, comme ça, le public. Qu'on passe pour des illuminés, ou pour des génies, des fois, faut pas l'oublier, des fois ça fait du bien. Ah, Claire, c'est intelligent, ouais, je sais. Je savais. Ah ouais. Ben, on sait pas, en fait. On sait pas du tout. Alors, oui. J'ai un petit souci de cohérence entre ce que vous dites là et tout à l'heure quand vous parliez de votre mission comme enseignante et vous parliez de personnes que vous avez dit en dessous, donc vous managiez. Oui. Là vous êtes en train de dire que comme manager c'est difficile de déléguer. Ouais, okay. J'étais un monstre avant. Pourtant pour moi ça s'assimile, il y a le manager coach, alors oui ça va vite chez moi, mais comme manager, j'arrive à m'adapter et... Moi je vous parle de moi il y a 20 ans là. Ok. Mais voilà, oui. D'accord, c'est ça que j'avais pas compris. Non, aujourd'hui je fais un métier complètement différent, mais oui, c'est... heureusement, on évolue, on arrive à s'adapter, on est heureux, on est épanoui, mais on passe par plein de phases en fait pour en arriver là. Et donc effectivement, moi il y a 15 ans, j'étais un pitbull. J'étais un bon petit dictateur. Et puis c'était comme ça et pas autrement, mais parce que je ne visais que le résultat. Je n'étais pas sur l'humain à ce moment-là. Je n'étais pas sur l'humain parce que c'était extrêmement déstabilisant. Parce que si je laissais ouvrir mon cœur sur le côté empathique, je me faisais bouffer. Je me faisais complètement absorber. Je ne sais pas si les hommes et les femmes sont pareils par rapport à ça. Je suis pas forcément... Une femme. D'accord. Très bien. Donc, je me pose la question, à juste titre. Voilà, je peux partager un vécu et puis ce que je vois avec les personnes que j'accompagne depuis une bonne quinzaine d'années. Déléguer, c'est pas facile en fonction des enjeux qui sont. Il faut savoir, là je vous parle de choses très très générales. Si vous êtes sur une situation ultra précise, avec un contexte, un rendu dossier, etc., de façon très générale,
Déléguer, c'est prendre le risque que ce soit mal fait. Grave. Déléguer, c'est prendre le risque d'être mis en défaut. Parce qu'on est investi d'une énorme responsabilité. Pour réussir en tant que personne à haut potentiel, à déléguer en confiance et à accepter l'imperfection, bah ça prouve qu'on a vachement bien avancé. Félicitations. Félicitations. Mais c'est pas naturel. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est pas naturel. C'est pas notre tempérament vraiment basique, naturel, de haut potentiel. Dire vas-y, fais, je te fais confiance. C'est pas grave si on n'a pas le marché. C'est pas grave, tu feras un resto. Ça vient nous titiller. Parce que ce qui compte là-dedans, c'est l'enjeu qu'on a en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et c'est là où ça va changer. Si mon enjeu, il est que l'équipe s'éclate, je m'en fous du résultat final, financier, à partir du moment où l'équipe s'est éclatée. Si mon enjeu, c'est d'avoir le marché, j'en ai rien à carrer que l'équipe s'éclate. Vraiment pas possible. Si mon enjeu, c'est que et l'équipe s'éclate et on ait le marché, je me mets une bonne petite dose de pression et c'est chouette, à la fin, tout va bien. Mais c'est ça qui est important, c'est de savoir déjà sur quoi on va mettre notre focus. Là, ça c'est propre à chacun par rapport à ses aspirations. Mais quand on est en déséquilibre par rapport à nos émotions et qu'on a besoin d'être empathique et qu'on a besoin d'accompagner et qu'on a besoin de déléguer telle chose et qu'on a besoin que ce soit parfait et qu'on a besoin que ce soit cadré et qu'en même temps on a la hiérarchie au-dessus qui est en train de nous dire des trucs, c'est là que le burn-out en général peut arriver. Mais oui. Du coup, on est en fait un peu tout le temps en train de... On est obligé de s'adapter. On ne peut pas être nous. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que déjà, le être nous, il faut savoir ce que ça veut dire. Très sérieusement, le être nous sans filtre n'est pas notre... comment dire? C'est un signe. C'est un signe. Le nous sans filtre n'est pas ce qui va nous rendre heureux. Et là, je ne vais même pas aller sur ce qui va se passer avec les autres et l'épanouissement au travail. Le nous sans filtre ne nous rend pas heureux. Le nous sans filtre nous exclut. Le nous sans filtre nous fait du mal. Et le nous sans filtre fait du mal aux autres. Oui, on s'adapte. Oui, on joue au caméléon. Mais on n'est que dans l'illusion. On n'est que dans l'illusion et dans une mauvaise gestion de nos émotions. C'est-à-dire que le nous sans filtre, évolué et aligné, donc qui du coup se met une ouverture, là, oui, et c'est là qu'on y arrive. Mais le nous sans filtre, brut de décoffrage, avec toute notre colère, toutes nos injustices, tous les trucs qu'on comprend pas, et de waouh, c'est trop génial, il y a une licorne, c'est pas tout à fait gérable. Donc c'est là où en fait, c'est ma conclusion, j'y reviendrai après, que oui, on peut s'épanouir en sachant qui on est et comment on fonctionne, et en étant en équilibre avec. Et c'est là aussi où on a tout un travail, nous, à faire dessus, c'est que on n'est pas là pour que ce soit l'anarchie et le chaos tout le temps, parce qu'on sait le faire, on sait tout foutre en l'air, on est très très doué pour ça. On est très 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 doué pour mettre le doigt, vous savez, juste le truc là où... Et hop, tout s'effondre. Ça ouais, c'est un de nos talents. On sait juste frapper là où ça fait mal. On sait aller dénicher la défaillance, là où elle est cachée. On a un radar à défaillance. On est insupportable pour ça. Défaillance. Et on est content, parce qu'on l'a trouvé. Mission accomplie, c'est un peu comme les jeux vidéo, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, on ne rend pas service. On pense qu'on rend service. On pense qu'on est en train de... Comme si on avait notre costume de super-héros en train de dire « Oui, voilà, j'ai montré la défaillance, j'ai montré la compétence, j'ai montré blabla. » C'est pas ça forcément notre rôle. Et c'est là où je suis de plus en plus intimement convaincue qu'on a des choses plus grandes et plus importantes que ça à faire. Je continue. On a des qualités, comme je vous disais tout à l'heure. On est intuitif, on est empathique, on a une vision globale, on a notre portion d'arborescence qui permet de voir plein de choses en même temps. On a des valeurs morales très très fortes. On a notre hypersensibilité qui nous donne plein d'atouts quand elle ne nous bouffe pas. On sait qu'on sait. Et on a ce côté innovant. On est tout le temps en train de voir comment on va pouvoir changer les choses. Les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, on n'en a rien à battre. Mais rien. Donnez-moi une petite cuillère, je me fous complètement de la petite cuillère si elle n'a rien de spécial. Par contre, demandez-moi de réfléchir à comment je vais sauver l'humanité avec une petite cuillère. Alors là ouais, ça me plaît. Tout ce qui est n'a pas d'intérêt. Tout ce qui pourrait être a de l'intérêt. Tout ce qui pourrait être mieux et plus rapide et moins cher et plus écolo et mieux pour les gens et mieux pour les bébés phoques, là ouais, ça a de l'intérêt. Là ouais, ça va venir d'en parler. Et parce que comme ça, on pourra tout faire. Parce que c'est ça qui nous anime en fait. On est vraiment, c'est quoi ce mot à la mode? Disruptif.
Nous sommes l'incarnation du disruptif. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un mouvement sur les startups et tout. Venez voir les hauts potentiels. On est disruptif de nature. On est innovant et disruptif de nature. On sait exploser les trucs. On fait ça depuis qu'on est tout petit et ça ne nous a pas forcément apporté des amis. On fait ça dans nos systèmes professionnels et on pense bien faire, mais comme on va trop vite, les autres n'arrivent pas à suivre. Nous, on a déjà la 3e, 4e révolution industrielle qu'ils n'ont pas commencé à découvrir le feu. Et ça peut paraître ultra prétentieux de dire ça, mais j'assume complètement, surtout que c'est filmé, que ça va être mis sur YouTube. Ravi de vous avoir connu. Mais c'est vrai en fait quelque part. Je veux dire, on l'a tous vécu ce décalage où toi t'en es déjà à 12 km après dans ta pensée et l'autre il n'a pas commencé à réfléchir comme toi. Il a réfléchi à sa façon. Donc c'est pour ça que notre sans filtre, il fait tellement mal. Et c'est ça qui est difficile dans nos comportements. Parce que c'est très chouette hein, dans notre costume de super victime, de personne ne comprend, personne ne m'aime, tous des crétins, machin, etc. Mais on ne fait rien avancer avec ça. Et c'est pas en pleurnichant qu'il faut qu'on nous accepte tel qu'on est qu'on va réussir à faire quelque chose. Un jour, on m'a donné une image que j'ai trouvée très belle et que je vais vous partager ce soir. Vous en faites ce que vous voulez. L'image m'a été donnée avec la Tour Eiffel, donc nous allons la faire avec la Tour Eiffel parce que je trouve que c'est très parlant. Cette amie m'avait dit, voilà, elle me dit, il y a 2 types de personnes. On a une animation sonore en plus. Il y a 2 types de personnes. Donc on a la Tour Eiffel. On a les personnes neurotypiques qui, elles, marchent en bas de la Tour Eiffel. Non, c'est tout petit, c'est joli, oh, une Tour Eiffel, c'est magnifique. Ok. On a les personnes neuroatypiques qui, elles, sont directement en haut de la Tour Eiffel. Qui regardent les neurotypiques en bas et font « Pouh, c'est des toutes petites fourmis, ça, c'est pas intéressant. » On va regarder vers le haut. Et j'ai trouvé l'image extrêmement parlante. Vrai ou pas vrai, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça m'a parlé. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, ouais, j'étais en haut de la Tour Eiffel. Et ce qui m'intéressait, c'était pas de descendre, mais c'était d'aller en haut et de dire « Hé les potes, montez, c'est vachement chouette notre monde. » Parce que nous, on a cette vision. On voit ça, on voit loin, on a des putains de trucs à faire. Mais venez avec nous, les copains. Non, c'est trop haut. On va construire un ascenseur, mais ça va pas le faire. On sait pas faire. Alors moi, j'ai attendu une bonne partie de ma vie qui grimpe. J'étais là. Vous voyez, les potes, je fais même pas 1m60, c'est pas si grand quand même. Hein, bah non. Non, personne n'est monté. Alors moi je bosse en R&D, on a la possibilité de créer des concepts, de faire des produits, mais ça a des années-lumière de ce qui se fait de par ailleurs et c'est très difficile. C'est très difficile. Alors on a la solution. La solution en fait c'est que on va prendre notre costume d'humilité. On va prendre notre vrai nous, on va s'accepter tel qu'on est et on va descendre voir les petites fourmis. Et les petites fourmis, on va leur dire « Hé, on est des gentils. Et on a des choses chouettes à te montrer. Mais d'abord, apprends-moi ton monde. » Parce que si on ne descend pas pour comprendre comment eux, ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut parler la même langue? C'est à nous de faire le job. Et ouais, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. C'est à nous de faire le job. Mais il est chouette ce job. On descend, on y va. On se comprend. On se prend des claques, ils en prennent aussi. On devient pote, c'est comme ça que ça marche. Et on monte progressivement. Et je peux vous garantir que toutes les personnes qu'on fait monter dans notre univers, qui commencent à dire « Ah ben ouais, en fait, Claire, elle est peut-être pas si ingérable que ça. En fait, il y a peut-être des choses à nous apporter. En fait, on n'a plus peur de cette différence. Ça change tout. » Alors c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. C'est là que notre rôle, je dirais presque sociétal, rentre en jeu. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de haut potentiel maintenant? Pourquoi l'autisme? Pourquoi tout ça? C'est à la mode. C'est chouette, c'est bon pour nous, c'est bon pour le business, c'est génial. Mais maintenant, on va aller dans le cœur, on va aller dans le vrai. Pourquoi? Est-ce qu'on est plus nombreux qu'avant? Je pense pas. Peut-être qu'on ose plus le dire. Je sais pas trop. Peut-être qu'on se pose tellement de questions sur le cerveau, je le vois en neurosciences, qu'il y a des choses à percer. Et quoi qu'il en soit, on est là. On est là et au fond de nous, je sais pas pour vous comment ça fonctionne, mais moi j'ai ce petit sentiment d'avoir une mission. C'est même pas un petit sentiment, c'est un immense truc en fait. J'ai cette sensation d'avoir une mission, d'être là pour faire quelque chose de précis. Ça peut pas tourner à 10 000 dans ma tête comme ça si c'est pas pour servir à quelque chose. Si c'est juste pour m'empêcher de dormir, si c'est juste pour faire en sorte que les gens ne comprennent pas, je vois vraiment pas l'intérêt. Par contre, si vraiment ça sert à quelque chose, ouais, là ça a du sens. Et c'est là en fait où on rencontre le 4e type de personne dont on parlait. Le haut potentiel qui va être épanoui dans son travail et dans sa vie, hein, parce qu'on n'est pas séparés, ben c'est celui qui se connaît, c'est celui qui se comprend et c'est celui qui arrive à être en équilibre. Il ne se prend plus les vagues de ses émotions dans la tronche en étant noyé, non, il surfe sur la vague et là il va bien.
Ça lui a pris un peu de temps au petit Padawan, mais il a compris que c'était à lui de faire le job et que c'était à lui de s'ouvrir. Et c'est ça qui change tout. Parce que à un moment, on a quand même besoin de trouver cet équilibre entre la passion et la raison. On sait vachement bien se perdre dans la passion, mais comme on sait totalement être intransigeant dans la raison, on a besoin de cet équilibre entre les deux. Et on sait qu'à partir du moment où on est motivé, à partir du moment où on a cette intention de changer les choses, bah le monde on le change en vrai. Alors oui, on va pas bien. Alors oui, c'est dur. Oui, bon sang, c'est compliqué de bosser avec ces espèces de crétins parce qu'il y a un truc vraiment fondamental, c'est que pour être bien dans notre job, on a besoin d'être en résonance avec les gens. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui maintenant sont indépendants. Oui. Du coup, juste pardon, c'est à ce moment-là que vous positionnez l'énéagramme dans votre vie? Alors, non, je comprends pas la question. Vous avez dit vous êtes intéressé à l'énéagramme, ouais. Ça m'a permis de poser sur moi et les relations avec les autres. C'est un super outil, moi, en fait je sais pas, ça fait 18 ans que je travaille sur moi, donc l'énéagramme a été un... L'énéagramme je l'ai fait l'année dernière, donc c'est extrêmement récent, il y a d'abord eu plein d'autres outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle, les profils de neurosciences qui m'ont permis d'avancer. Je crois que peu importe l'outil, tant que ça résonne en vous, en fait, et que ça vous permet de comprendre votre fonctionnement et effectivement, comme vous le dites, de voir votre rapport à l'autre. Oui. Si je suis pas sur l'énéagramme, tu parles quand même de ton changement et de métier d'indépendant. Est-ce que tu penses que dans n'importe quelle structure, le fait d'être aligné va pouvoir permettre de fonctionner? Moi, personnellement, je pense que non. Il faut que tu sois aligné avec toi, enfin, il y a besoin que tu sois aligné avec toi et avec ce que tu vis dans l'entreprise. C'est-à-dire que, pour répondre à la question tout à l'heure sur l'épanouissement, et je reviendrai sur l'énéagramme après, c'est ça les trucs avec au potentiel, on va rebondir sur plein de trucs. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ce qui fait sens pour toi, tu sais ce qui te motive, tu sais comment tu vas être en résonance avec les gens, tu ne pourras pas aller partout. Tu iras à l'endroit qui te correspond. Voilà. Donc le tri va se faire par ça si tu veux. C'est effectivement être juste arrivé en je suis bien, je suis zen. Ouais, non, tu as besoin de l'environnement. Voilà, si tu vas t'imposer d'être dans un environnement où tu te sens pas bien, c'est que tu l'auras choisi. Par contre, on en revient à cette question de sécurité et de stabilité. C'est super difficile de quitter un job dans notre situation actuelle, etc. Et c'est pas forcément simple de s'affirmer, d'arriver à mettre des mots sur tout ce qu'on vit. Par contre, dès qu'on a trouvé comment on fonctionne, oui, là, on arrive à trouver sa place. Et ça se fait plus simplement, en fait. Parce qu'on sait ce qu'on cherche. Aujourd'hui, on sait ce qu'on fuit. Et c'est complètement différent. Pour la plupart, en tout cas, des personnes avec lesquelles je travaille ou que j'ai pu rencontrer, que ce soit avec des rencontres sur les hypersensibles et tout ça, pour la plupart, on était en fuite. Et c'était toujours, ouais, bon là, c'est pas génial, mais ça pourrait tellement être pire. Au lieu de te dire ça pourrait être mieux, c'était ça pourrait tellement être pire. Donc du coup, ben voilà, je connais ce truc un peu pourri, c'est ma merde à moi, je me la garde. Et je me dis que ma vie, elle est ailleurs. Ça peut être un choix. La question sur l'énéagramme, c'était? Oui, je sais pas ce que c'est. L'énéagramme, en fait, c'est une analyse de profil de personnalité. Il y a 9 bases, avec des profils comme le perfectionniste, l'altruiste, le battant, etc. Et c'est une façon de comprendre notre rapport à soi et notre rapport à l'autre. Je peux continuer? Du coup, je vais essayer de retomber sur mes pattes, ça va pas être mal. Donc, ce qui compte, on était en train de dire, c'est de se connaître. Donc forcément, ça demande un travail sur soi. Et un travail sur soi, attention à ce que je vais dire, pas intellectuel. Pas intellectuel. Parce que ça nous bousille. C'est très bien d'être dans le mental. On peut lire 25 000 bouquins, on fera des leçons de morale à tout le monde et on saura mieux que tout le monde. Mais tant que c'est pas descendu dans le cœur et tant que c'est pas descendu dans les tripes, on l'a pas vécu. Et donc on n'a pas vécu la transformation. Donc on pourra donner plein de leçons à tout le monde, mais en attendant on sera toujours autant malheureux. Ce qui compte, c'est vraiment de le vivre à l'intérieur. Et là, ça change tout. Donc ouais, ça fait mal. Ouais, ça prend un peu de temps. Mais au moins, on va mieux. On a de l'estime pour nous. Et je dirais même que le fait d'être au potentiel ou pas, au bout d'un moment, on s'en fout. C'est pas ce qui nous définit. C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode d'intelligence. Et c'est le nôtre. Mais ça nous permet aussi de nous adapter beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit impérativement quitter le salariat? Non.
Absolument pas. Je suis pas là pour dire à tout le monde « Venez tous être indépendants !» Parce qu'il y a un truc dans l'indépendance en fait, auquel on pense pas quand on part indépendant, c'est l'administratif. Et on n'est pas connu pour être doué pour ça. Vraiment pas. Nous, on construit, on réalise, on conceptualise, etc. etc. Il y a de la compta à faire. C'est quoi cette chose? Qui a osé inventer la comptabilité? Je pense qu'il y a un procès qui s'est perdu. Attention, attention à ce qu'on veut vivre. Attention à trouver l'équilibre. On peut tout à fait rester salarié et s'épanouir. On peut choisir de faire un métier manuel pour justement poser le cerveau et avoir nos centres d'intérêt à côté. On peut prendre un métier qui demande moins de réflexion et justement s'éclater à côté. On peut tout mélanger et s'éclater dans tout. Le tout, c'est vraiment de s'écouter et de ne pas se mettre en danger. Prendre des risques, oui, se mettre en danger, on ne sait pas faire. Et c'est recommandé pour personne, de toute façon. Parce que là, c'est notre santé qui va traquer. Donc pour s'épanouir au travail, c'est d'abord comprendre qu'est-ce que j'ai envie de vivre. On sait tous qu'on est capable de bosser comme des tarés pendant 3 jours et de faire le boulot d'une semaine et de rester sur Netflix pendant 2 jours après. Oui. On sait qu'on a un rythme décalé. On sait que ça va dans tous les sens dans notre tête. On sait qu'on aime les défis, on sait qu'on aime les challenges, on sait qu'à un moment, on a besoin de tout poser. Soyez en accord avec ça. Arrêtons d'essayer de rentrer dans une case prédéfinie. Arrêtons d'essayer de faire comme l'autre. On va faire comme soi. La première chose à faire, c'est de comprendre vraiment ce qui nous fait du bien et comment on fonctionne. Et si votre rythme, il est de faire 3 jours à fond et 2 jours rien, faites-le. Si votre rythme, il est de vous lever tous les matins à 5 h et d'arrêter de bosser à midi, faites-le. Mais écoutez-vous. Il n'y a que vous qui savez. On est capable de savoir tellement de choses pour les autres. Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas mettre cette espèce de 6e sens vers nous pour savoir ce qui nous fait du bien à nous? Pourquoi nous, on ne l'écoute pas quand ça nous concerne? On sait très bien faire la morale aux autres en disant « Ah, toi, faut que tu fasses ça, toi, faut que tu fasses ça, toi, faut que tu fasses ça. » On sait tout mieux que l'autre. On sait. Pourquoi pour nous, quand on a cette petite voix qui vient nous dire « Claire, en fait, c'est pas ça que tu devrais faire. Prends pas ce job, va pas là, ça va être l'enfer. » Ouais, mais je vais te montrer, moi, tu vas voir, ça va bien vivre le truc. Bon, c'était plus que l'enfer. Pourquoi on ne s'écoute pas? La confiance en soi. Si on est capable d'avoir en nous cette foi en notre savoir pour l'autre, pour l'humanité, pour un système, on peut l'avoir pour nous. On reste la personne la plus importante de notre vie et c'est fondamental d'arriver à se dire que ben oui, notre intuition, nos petites voix, elles sont capables de nous faire du bien. Donc on peut se trouver épanoui dans n'importe quel système du moment que ça nous convienne. Choisissez votre rythme de travail. Définissez votre revenu. Ça aussi, il y a un problème avec l'argent. Vraiment pas. Fouh, on se fatigue avec l'argent. Hein. C'est là aussi la sécurité. Oh, mais j'ai tout donné à une œuvre de charité. Oh, ben l'autre, il avait besoin d'un truc. Oh, ben oui, j'ai fait 20 heures supplémentaires, mais bon, ça sert à rien qu'ils me payent. Hein. Les pauvres, ils n'ont pas d'argent pour l'instant. Voilà. L'argent, à un moment, on va s'en sortir. Soyons au clair avec nous-mêmes. Quel rythme je veux? Quelle somme je veux? Dans quelle ambiance j'ai envie de travailler? Est-ce que je veux être toute seule? Est-ce que je veux voir des gens? Est-ce que je veux en voir que de temps en temps? Est-ce que je veux avoir une équipe? Courage. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être qu'avec des personnes comme moi? Est-ce que je veux me préserver? Est-ce que je veux bouger tout le temps? Choisissez. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous. Et là, que ce soit neuroatypique ou neurotypique, c'est pareil. Il n'y a que vous qui savez pour vous. Et arrêtons de se mettre des limites. Dans notre tête, il y a 0 limite. Dans notre tête, on a des caps et on vole. Sur une licorne. Oh, je suis pas. C'est que mon rêve, moi? Bon, d'accord. Mais dans notre tête, on est capable de tout. Dans notre tête, on sait que le monde, ça peut être magique. On sait qu'on peut soulever des montagnes. On sait qu'on peut contribuer à tellement plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour nous? Pourquoi est-ce qu'on se met une limite? Ah oui, mais il faudrait déménager. Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut changer l'horaire du poney pour le matin. Ah oui, mais... Waouh! Écoutons-nous. On vaut mieux que ça. On est capable de porter à bout de bras des gens qui n'ont même pas demandé à être aidés. C'est ça qui compte. Pour nous. Donc on va se prendre de nous vis-à-vis de nous-mêmes et on va se dire un peu nos 4 vérités. On va se faire mal. On va se faire tellement de bien après. Parce que personne ne va vivre votre vie à votre place. On pourra faire toutes les formations pour aller dans tous les centres pour HP que vous voulez, pas hôpital psychiatrique, au potentiel. Malheureusement, il y en a plein qui parmi nous finissent.
en hôpital psychiatrique. On pourra avaler plein de cachetons, on pourra faire plein de trucs, voir des heures de psy, tout ça, vous pourrez venir me consulter pendant des heures. Je ne vivrai pas votre vie à votre place. Je ne vivrai pas votre job à votre place. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez au fond de vous ce qui vous correspond véritablement et humainement. Écoutez-vous, écoutez les autres. On n'est même pas dans une astuce professionnelle, on est véritablement dans un art de vivre. Parce qu'on sait très bien qu'on est tellement entier que si on ne change pas tout, bah ça n'ira pas. Et qu'on va encore continuer à se limiter de « mais tu crois vraiment que je peux faire ça? Tu as 5 DEA, tu es capable de faire quelque chose ?» Oui, non, mais je ne sais pas. On se bloque, on n'ose pas. Alors qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Je suis convaincue, et là je vous partage une pensée personnelle, que nous sommes des moteurs du changement. Je suis convaincue qu'on est là pour faire avancer les choses. On n'est pas là pour s'apitoyer sur nous. On n'est pas là pour attendre que la société change par rapport à nous. On a déjà commencé à la bousculer. Notre simple présence bouleverse. C'est chouette. Vous avez vu le super pouvoir qu'on a? On est là et tadam! Il y a de la réaction. Bon, c'est pas toujours celle qu'on voudrait. Mais justement, c'est à nous de voir comment on peut améliorer les choses. C'est à nous de faire attention à notre sans-filtre et de se dire, attends, je vais mettre un petit peu de douceur sur le sans-filtre parce que l'autre, il n'est pas prêt à se prendre la bombe atomique dans la tronche que je vais lui balancer. Parce qu'en fait, c'est pas une bombe atomique que j'ai envie de lui donner, c'est un énorme bouquet de fleurs, mais je sais pas faire autrement que de lui mettre une bombe atomique. On apprend. On apprend vraiment à comprendre comment on fonctionne, ce qui nous correspond. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être le job qu'on fait aujourd'hui, c'est pas celui qui nous va. Ou peut-être que le job que vous avez aujourd'hui, c'est celui qui vous correspond, mais vous ne le vivez pas pleinement. Et puis rien ne vous empêche d'en avoir un autre dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Rien ne vous empêche d'en avoir 3. Pas parce que vous n'arrivez pas à joindre les 2 bouts, mais parce qu'en fait vous avez besoin de ça. Moi j'ai 2 boîtes, 2 associations, je suis dans plein de trucs, et je peux même pas imaginer vivre différemment. Dites-moi Claire, demain tu retournes dans un bureau et tu fais 9h-17h. C'est pas assez où la bombe saute. C'est même pas envisageable. J'ai besoin de cette multiplicité. Ça part dans tous les sens dans ma tête. Dites-moi que je suis pas la seule. Et du coup, il y a besoin que ce soit à notre image. Alors oui, on se bat avec nos démons. On se bat avec tout ce qu'on nous a dit qui devait être la norme. On se bat avec les remarques vexantes de certains supérieurs, certains collaborateurs, peut-être de nos parents, peut-être de l'école, peut-être des profs. Souvenez-vous de votre institut de CM2, c'est de sa faute à elle, j'en suis sûre. On se bat avec tout ça. Mais si on fait de ça notre identité, on ne sera jamais heureux, que ce soit au travail ou dans la vie. Si on se dit que vous avez raison de nous dire qu'on était différents et qu'on dérangeait, on n'y arrivera pas. Par contre, si on se dit, ok, tu m'as dit que j'étais différente, tu m'as dit que je dérangeais, merci. Merci de me l'avoir dit. Merci parce que maintenant, je sais où est ma richesse, je sais où est ma valeur. La richesse, elle est dans la différence. Notre valeur, notre force, elle est dans nos blessures. Et c'est de là-dedans que votre énergie, elle va venir. Donc oui, aujourd'hui, au potentiel que nous sommes, on ne touche pas encore au plafond. On a cette chance de voir des choses que d'autres ne voient pas. On a cette chance de penser plus vite. Des fois, c'est chiant parce qu'on ne permet pas aux gens de faire le chemin. Et ils ont besoin, eux aussi, de faire ce chemin-là. Donc c'est à nous de gagner en humilité. C'est à nous de se dire, ok, moi je sais le truc, et c'est pas je sais, il faut aller là-bas. Non, c'est je sais. Ok, quand tu me demandes. Oui. Si tu peux me permettre, juste, c'est pas pour la bombe atomique, hein, mais le côté plus vite, j'ai un peu de mal avec ça. Ça t'arrive jamais? Par contre, c'est important parce que ce mot-là, il revient souvent, en fait, on dirait. Le rythme, je ne suis pas certain que ce soit une question de rythme. Ah, si. On va demander. Non, mais de vitesse, de voir les choses différemment. Ouais, mais la vitesse, je suis pas certain. Moi, je suis sur cette réalité-là, mais je veux bien. Comme manager, j'étais bienveillant avec les équipes, mais ça allait plus vite. Et effectivement, quand il y avait un appel d'offres à rendre 1 heure, 2 heures après, je travaillais avec mes collègues, mais l'apport de solutions, ça allait beaucoup plus vite chez moi que chez mes collègues. Peut-être que c'est pas que ça, quoi. Non, mais ça fait partie des... Moi, je sais quand même qu'il y a le sens de la perfection qui me ralentit. Ah, alors, ça te ralentit ou... Pas dans ma manière de penser, mais dans le monde professionnel. Moi, je suis juste sur la rapidité de pensée, hein. Je suis pas sur la rapidité d'exécution. De toute façon, on est très mauvais exécutants. Mais oui, c'est quand on explique quelque chose à quelqu'un, en général, ils vont dire tu peux répéter, j'ai pas compris ou je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Voilà, je t'ai perdu ou des trucs moi, comme ça. Alors, quand je suis pas sûr que ce soit une question de vitesse, plus de façon de voir les choses différemment et de prendre des chemins différents. Alors, ça va peut-être, vous allez peut-être me dire que c'est pareil au final, non, mais la distinction est intéressante. La vitesse de penser, je suis
Enfin, alors, bah bon, c'est presque la nuance, après c'est peut-être... Oui, ça, pour moi, c'est peut-être notre important, besoin c'est d'être dans pas la pour la justesse des majorité mots, de la donc ça ne salle, pose mais- absolument aucun souci, Ouais. mais tu voulais dire, Léonard de Vinci. Non, peut-être après dans la notion de rapidité, peut-être toi tu vas penser à des trucs, les autres jamais, donc forcément tu es en avance. Oui, alors ça Voilà. sera peut-être Il y a peut-être ça. difficile, c'est formulé C'est différemment, peut-être le mais lieu ça, plus oui. que la vitesse. Il y a Et cette réalité, oui, tout à fait. pour, ouais, après, peut-on dans une... Alors bon, les gens qui managent, ok, on peut résoudre l'équation de la technique et de relations sociales, c'est bien. Mais après, moi, en même temps, je fais de la R&D, je réalise des produits, je suis en position subordonnée. Par contre, j'observe, je propose des solutions et c'est très délicat. Je pense avoir fait du travail sur le connaître les gens, je parle le langage de tout le monde, je fais le métier de tout le monde. Bravo. J'allie le mental et le côté manuel. Je suis très manuel depuis beaucoup. Donc, j'arrive, mais des fois, il y a des gens dans la société, surtout ceux qui sont en position dominante, ils butent et ils écrasent, quoi. Et ils font tout pour discréditer, ou c'est très problématique. Bien sûr, alors c'est même plus forcément une question de rapidité ou pas, là on est sur une question de légitimité. Et Ouais. il y a aussi le fait que quand toi tu penses à quelque chose à laquelle la personne au-dessus n'a pas pensé, tu la mets en défaut. Voilà, surtout que c'est Et par c'est exemple ça tel qui qui est est délicat. organisé, la façon dont C'est on ça qui est fait délicat, depuis surtout 20, si 30 tu es ans, sur quoi. quelque chose d'extrêmement hiérarchisé, où c'est très protocolaire pour, en gros, Ouais. t'es pas censé avoir une idée, c'est là où ça devient délicat. Après, je suis en recherche et on nous dit, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez les exprimer. Mais ça, c'est le message bon social, bienveillant, parce qu'on est beaucoup dans la bienveillance et dans le bon environnement, etc. Tout ça. Non, mais ça, après, c'est des discours, mais dans la pratique, il y a des gens qui sont crispés sur des positions hiérarchiques et qui n'acceptent pas la Crispés chose. sur une position hiérarchique ou crispés sur leur propre rapport à l'échec eux-mêmes, ou leur propre rapport Ouais, à la leur pensée ou ego tout et ça. leur narcissisme. Il y a qui leur plein renvoie- d'interprétations possibles. La seule chose qui compte, en fait, si tu veux, par rapport à notre propos, j'allais dire, c'est toi comment tu le vis, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie que tes idées, elles soient écoutées? Est-ce que tu as envie de te battre pour tes idées ou est-ce que tu as envie de faire autre chose? Je dirais à ton niveau, en fait. Moi, Tu j'ai n'as pris que du la main temps, là-dessus. du temps partiel, je fais mes activités à temps partiel à côté. Je suis Alors, moins dedans. c'est toi qui choisis. Mais après, parce que vous n'avez pas passé, le temps partiel permet de garder un pied, de faire un peu de choses et d'y aller progressivement. Tout à fait. Pour la sécurité. Tout à fait. Et voilà, bon, c'est tout. Il y a une multitude de possibilités, oui. Comment faire pour éviter de passer pour quelqu'un de condescendant, voire de maltraitant? Ah, courage. Accepter qu'on passe pour ça. C'est la première étape. Accepter que déjà, on risque de voir ça chez nous. Et ensuite se dire, qu'est-ce qui fait qu'on me perçoit comme ça? Qu'est-ce qui fait que les gens, en ma présence, vont penser que je suis condescendante, arrogante, maltraitante, méchante, etc. Et là, la meilleure des choses à faire, alors c'est si vous bossez avec une équipe, c'est d'en parler à cœur ouvert avec eux, en étant prêt à encaisser les choses. Et après, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma pratique? Ou en fait, alors là encore, quel est mon but? Qu'est-ce que vous visez? Si vous visez un résultat, si vous visez d'être aimé, si machin, après, ça vous appartient. Mais c'est vous d'être au clair avec ça. C'est un peu la difficulté aussi de vouloir, l'empathie, la compassion. On pense bien faire pour l'équipe, le bien de l'équipe. Ouais. Mais le fait de trop faire, de ne pas savoir déléguer, etc. On fait beaucoup de mal. Et ben en fait, on se fait plus de mal à nous et Ouais. en fait, on dort mal la nuit. Exact. Moi, je sais que c'est compliqué. Exact. C'est extrêmement compliqué, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a la notion de résultat, la notion d'empathie, de je vais l'aider, etc., etc. Mais du coup, on ne rend pas les gens autonomes. Ça, c'est notre grande difficulté. Nous ne savons pas rendre les gens autonomes. Dans les équipes, on ne sait pas faire. Parce qu'on a jugé qu'ils étaient incapables. Parce qu'on sait que si on le fait, ça ira plus vite. Oui. J'ai une question, ça n'a rien à voir. En fait, est-ce que ces profils-là, donc Asperger, sans filtre, HP, est-ce que c'est des notions qui sont incluses maintenant dans les cursus d'études d'RH, managérial? Est-ce qu'on commence à voir émerger Si seulement. Non, mais ça pourrait être une débauche, ça pourrait être le début. Ben justement, c'était ma conclusion, donc c'est parfait, je vais pouvoir rebondir dessus pour conclure, parce que le temps passe et que si vous avez quelques questions et que vous voulez découvrir mes ouvrages magnifiques, on va s'arrêter là. Je réponds à la question en concluant. J'étais partie sur une tirade vous disant que c'était à nous de faire plein de choses, de montrer qui on est effectivement sur notre bon, sous notre meilleur jour. Sortir notre coquille de Calimero, sortir de notre coquille peut-être d'arrogant, etc. et de montrer le côté chouette qu'on a chez nous. À l'école, on commence à mettre des mots, on commence à accompagner, on commence à prendre en considération. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'outils numériques qui aident. Il y a des AVS, il y a tout ça.
on avance progressivement. Ça reste encore que sur une question d'apprentissage et d'aménagement d'examen, on n'est pas encore au top. Dans le monde professionnel, on a plusieurs postures. Là, vous parlez pour les 10. Essentiellement pour les 10. Oui, essentiellement pour les 10. Les HP, si, il y a des choses. Il n'y a pas d'AVS, il n'y a pas Il y en a. Ça dépend des secteurs, ça dépend des écoles, ça dépend des régions, ça dépend des budgets. Et ben ça dépend. Ça dépend, voilà, franchement, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles, privées, publiques ou pas. Donc, on fait de notre mieux, ils font de leur mieux au niveau d'éducation nationale. Bref, au niveau professionnel, les RH ne sont absolument pas sensibilisés à ce sujet, sauf dans certains secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la chance. L'Asperger est à la mode. Profitons-en. L'Asperger est à la mode dans le monde informatique. Donc là, nous avons des personnes Asperger qui sont recrutées en priorité pour travailler avec des consultants. Parce qu'on sait qu'ils sont capables de mettre en avant les failles d'un système, donc on les embauche pour hacker les systèmes et voir ce qu'il en est. Il y a des boîtes exprès pour ça. Aujourd'hui, on les paye des ponts d'or dans la Silicon Valley. Ça, c'est intéressant. Ça reste une toute petite frange de la population, très identifiée, avec ou sans accompagnement. Aujourd'hui, et moi, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous en avez la possibilité, c'est de sensibiliser sur notre réalité, notre quotidien dans le monde professionnel. Moi, je voulais monter des formations pour former les managers. Ils ne sont pas encore ouverts à ça. Oui, en fait, c'est juste un partage d'expérience. Bien sûr. Moi, je viens d'intégrer un nouveau poste, il y a 2 mois. Et j'ai eu mon premier entretien pour les objectifs 2019. Et en fait, j'ai fait le choix avec énormément de difficultés. Ça a été très dur, mais j'ai fait le choix de dire à ma N+1 que j'étais au potentiel. Et ça a été super difficile. Mais bon, après, j'avais quelqu'un de bienveillant en face et je savais qu'elle allait écouter. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, parce que du coup, la première question qu'elle m'a posée, ça a été: est-ce qu'à un moment donné, je t'ai blessée? J'ai été maladroite. Elle est particulièrement bienveillante. C'est chouette. Je suis super contente pour vous, c'est top. Franchement, c'est chouette. Elle est aussi Est-ce que ça embauche? Débrouillez-vous. Non, mais elle l'est peut-être aussi. Peut-être. Après, elle m'a posé énormément de questions, savoir mon fonctionnement, tout ça. Et elle m'a dit: je comprends certaines réactions que tu peux avoir et tout. Maintenant, ça éclaire un petit peu. Et elle m'a dit: ah, ça me parle, ça résonne en moi certaines choses que tu dis. Voilà. Alors, je l'avais invitée à venir ce soir. Ça serait bien qu'il y ait des managers. Moi, ça fait 10 ans que je lis à mes responsables hiérarchiques, dans l'espoir qu'ils se documentent, qu'ils arrivent à mieux me comprendre, mieux m'exploiter, et j'attends toujours. Et c'est là où... Je lui passerai le numéro si vous voulez qu'il se mette en lien. Voilà, mais c'est là où effectivement, on ne peut pas aller contre quelqu'un qui ne veut pas savoir. Il n'y a rien de pire que l'ignorance, et pour nous, l'ignorance, je pense que c'est la pire des tares. De toute façon, on ne peut pas imaginer que quelqu'un ne veuille pas savoir. C'est pas possible, on est là pour savoir. Comment peut-on ne pas vouloir savoir? Mais c'est notre réalité. Ne veut pas savoir parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas gérer, parce que comme avec plein d'enseignants par exemple ou plein de chefs d'entreprise, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces hauts potentiels? On ne sait pas quoi faire, ils vont nous montrer qu'on n'est pas capable. Acceptons leur peur et faisons au fur et à mesure des petits gestes. Oui. Pardon, mais parce que ça a été extrêmement mal présenté, mal nommé, mais ça toujours, hein, mal traité, mal formulé, mal verbalisé. C'est ça. Donc on peut moi je découvre, alors franchement là oui, moi je découvre des choses, peu importe après. C'est vrai que ça a été un vrai tsunami, enfin un mini tsunami, mais du coup je me rends compte, en tout cas je pense que c'est une catastrophe ce qui a été fait avec ce statut-là. Moi j'aime aucun des mots qui ont été employés en termes de... non mais c'est pas un jugement de valeur. Hein, on fait avec. C'est juste que voilà, nous on dit rond, carré, voilà, c'est le seul truc que j'arrive à dire sans que ça m'écorche la langue. Non mais moi je m'en fous, voilà, mais c'est pour dire que dans le grand public, et là aussi c'est pas un jugement de valeur, c'est pas péjoratif, la douance, le haut potentiel, peu importe comment ça a été présenté, moi avant de savoir un petit peu de quoi on parlait, ça me faisait fuir quelque part, parce que déjà on parle de diagnostic, vous avez dit diagnostiquer, ah oui, parce que c'est la vraie sémantique, on fait passer un test. C'est une catastrophe quoi, vous avez dit, on voit ça comme un handicap, c'est Julie qui a dit, je sais pas. Ouais, ça, déjà de base c'est catastrophique, parce que présenter ça à n'importe quel RH, n'importe quel enseignant et quoi, déjà il voit un truc qui est
lui il se la raconte parce qu'il est soi-disant haut potentiel, déjà haut par rapport à quoi, par rapport à qui, pourquoi haut? On va pas refaire le débat de la sémantique. Non mais c'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire de sémantique en fait si vous voulez. C'est super important les mots pour on pouvoir peut présenter avoir aux le autres. luxe de se poser la question de se dire choisissons les mots. Au moins on a déjà la chance que cette différence soit prise en considération. Donc je dirais, voilà. Il y a tout un historique de savoir pourquoi on parle de haut potentiel par rapport à quoi, par rapport au quotient intellectuel, etc. etc. Ça fait 100 ans que ça dure. Ce que je veux dire, c'est que vous qui avez visiblement des objectifs de présenter ça, enfin des objectifs, des ambitions, et elles sont louables, elles sont super, moi je trouve, avec votre cœur, vos tripes, moi aussi je veux bien sortir dans la rue. Non mais voilà, mais il faut, je pense, moi, et moi je vais essayer de faire gaffe avec ça, avec quel mot on parle de ça? Pour moi ça résonne. Je pense que pour le grand public, avec des guillemets bien énormes, c'est super important de retravailler, ou alors de dire carrément, je vais vous dire que c'est au potentiel, mais je déteste ce mot, il est pourri, il faudra en trouver un autre. Enfin, moi cette nuance-là, elle est fondamentale pour moi. On est tous libres, pour vous, elle est importante. Mais je ne suis pas certain qu'elle ne soit pas importante pour ceux à qui on doit s'adresser, qui ne sont pas forcément dans ce même vous parlez du grand public tout à l'heure. Si vous voulez parler avec les gars du bas de la Tour Eiffel, si on n'est pas dans des cases. Oui, mais si on leur dit vous êtes des petites fourmis et moi je vous regarde de haut, je vois pas comment eux ils pourraient pas dire ça. Non mais je caricature à dessein pour justement. Si vous dites moi je suis au potentiel, toi t'es typique. Écoute-moi et fais comme et mets-moi dans ta boîte et adapte-toi à moi. Vous avez entendu la sémantique tout à l'heure, comment est-ce qu'ils peuvent m'exploiter? Non, mais et elle est réelle cette sémantique. Elle est réelle parce qu'on a besoin d'être nourri. Parce que si on n'est pas en train de carburer à 10 000, si on n'est pas en train d'inventer, si on n'est pas en train de créer, si on n'est pas en train de changer les choses. Changer les choses, pour moi, ça commence par changer les mots. C'est votre combat. Et je vous le souhaite. Et faites-le, vraiment faites-le. Moi, j'ai fait le choix. Ça me paraît foireux, ça, déjà. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai fait le choix en m'adressant justement au grand public de prendre toute la sémantique. C'est rien de personnel, mais c'est pas vous dont je parle. Non, bien sûr. Mais c'est juste, moi, je suis sur la même difficulté. Moi, j'aime pas le mot diagnostic. Par contre, quand j'ai des parents qui viennent me voir, ils sont tellement heureux que leur gamin ait été diagnostiqué parce que ça y est, ils rentrent dans une case et on va avoir de la thune par l'école. Moi, je me suis auto-diagnostiqué et ça m'a fait énormément de bien. J'ai enfin compris. Ma femme a fait des études de psychologie quand elle étudiait. Je disais, vas-y, raconte-moi ça, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je cherchais, je savais que j'avais un truc. Mais un jour, je suis tombé par hasard sur le site d'un gars, Jean Thévenet, qui est classé à la côte REP 80%. Vous le connaissez? Oui, j'ai déjà vu. D'accord. Oui. Donc j'ai vu, j'ai dit, putain, comment c'est structuré son site et tout. Il y a un hypertexte, tous les 4 mots, ça part dans tous les sens. Et il dit, il est Asperger, c'est quoi ça? J'ai fait le test et ouais, je fais un bon score. Et après, du coup. 220 sur 180, c'était parfait. Non, mais du coup, après, l'énéagramme, moi, l'énéagramme, j'appelle ça le sens social pour les nuls. J'ai appelé Jean Thévenet, j'ai dit, vive l'énéagramme. Il m'a remercié beaucoup de fois. Et c'est. On est en plein, merci beaucoup, merci pour vos partages. Alors voilà, ça c'est nous. Ça c'est nous. On a besoin de savoir, on a besoin d'avoir raison, on a besoin d'avancer, on a besoin de créer. Raison, non. Non, si, c'est pas avoir raison. Mais si, c'est viscéral. Bien sûr que si. Mais bien sûr, mais admettons-le. Raison, qu'on avance dans la bonne direction. Et pas raison. Je pense que vous pouvez penser l'inverse, moi, si vous voulez, c'est pas grave. Et très bien, et qu'est-ce qu'on en fait en fait pour que vous soyez alignés avec vous-même? Et là, c'est là où moi, c'est mon job. Mais c'est vrai, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour que toute personne dans cette assistance, et on a dépassé le temps, et surtout, est-ce que l'objectif est atteint? Comment je fais, comment nous faisons là tout de suite maintenant pour que chaque personne ici se sente légitime, digne, méritante, aimée, aimante, alignée, pour accessoirement trouver le job dans lequel elle va s'épanouir, mais pour être à sa place dans la vie. Vous voyez la difficulté qu'on a avec certains mots. Vous voyez comment ça vibre, ça résonne, ça déclenche des souffrances, ça déclenche ces putains d'injustices qui nous bouffent. Moi, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est faire en sorte qu'effectivement, comme vous le disiez, que ça ne vous atteigne pas. Il y a des choses. Oui, mais ça on peut le dire, on peut se le répéter. Je vous garantis qu'on peut changer. Voilà, après c'est une question d'intention. Il y a des combats à mener. Il y en a d'autres, je peux vous garantir que les plus grandes choses que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut lâcher sur plein de trucs. Maintenant, c'est
votre situation à chacun. Si vous voulez, on en discutera après. Je voulais terminer là-dessus. Vous inviter justement à voir ce qui pouvait vous rendre pleinement vous-même, vous permettre de vous épanouir dans votre job et dans votre vie. J'ai vu les réactions dans vos yeux, j'ai vu les émotions qui sont passées. Osez aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. C'est fondamental. Oui, on est peut-être différents. Toujours est-il que la clé de l'épanouissement, c'est qu'on soit au clair entre notre tête, notre cœur et nos tripes. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Accompagner, pas accompagner, des bouquins, pas des bouquins. La personne qui finira par faire ce choix, c'est vous. Alors, merci beaucoup pour cette soirée.